Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au festival Politeia, organisé par la ville de Thionville et l'association des mots et débats. Cette édition réfléchit, comme vous le savez, le progrès et nous invite aujourd'hui à échanger autour de la langue. La langue cristallise beaucoup de débats, d'affirmations erronées, de non-spécialistes. Ça tombe bien, on est en présence de spécialistes. Beaucoup d'impensés, de biais idéologiques, de charges politiques. On entend toujours les discours déclinistes. Le niveau de français, d'orthographe baisse. La langue française est suspectée de régresser. En cause, l'écriture inclusive, les SMS, l'argot, le verlan, des tics de langage des jeunes. Sont pointées aussi les nouvelles technologies, les réformes de l'éducation nationale, l'évolution de la société, nous, les locuteurs, avec notre façon de travailler l'oralité de cette langue. Et puis, il y a la langue des artistes, comme dit Patrick Chamoiseau, celle des poètes, des romanciers, des écrivains, qui transfigurent le réel, qui en tirent des images esthétiques, sensibles, pour appréhender nos quotidiens, nos existences. À ce propos, je voulais parler, le Festival Politeia, comme vous le savez, soutient un écrivain. La place des écrivains n'est pas en prison. Il y aura un hommage que va rendre Politeia à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. À propos de la langue française et de ce péril mortel imaginaire, ne risque-t-on pas de fossiliser cette langue, de la transformer en langue morte, comme le latin ou le grec ancien? Pour débattre aujourd'hui, nous sommes avec Rim Battal, Aurore Vincenti, Christophe Benzitoun. Cher public, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions durant cette table ronde. Bienvenue, bonjour. Rim Battal, je me permets de commencer par vous pour vous présenter. Vous êtes au milieu du plateau. Vous êtes artiste, poétesse, romancière. Vous êtes née au Maroc et depuis 2013, vous vivez à Paris. Rim Battal, vous vivez dans un bain linguistique abreuvé au moins à 2 sources. L'arabe marocain, le darija et le français. Vous avez publié plusieurs recueils de poésie. Je vais en citer quelques-uns, édités par le Castor Astral. Ces ouvrages, vous pouvez les trouver à la librairie du festival et à l'issue de la table ronde, nos auteurs s'offront un plaisir de vous faire des dédicaces et d'échanger avec vous de manière directe. Dans l'eau du bain, vous évoquez l'expérience de vos grossesses. L'expérience de vos grossesses, les conséquences sur le corps, à l'expression donner naissance, vous préférez celle de donner corps. Dans X et Excès, vous explorez le désir à l'ère numérique, la pornographie comme inspiration poétique. Votre poésie est portée par le souffle de l'incarnation. C'est une langue organique, prosodique, sensuelle, qui claque et slalom entre humour et drame. La langue du corps va être aussi un sujet que l'on va aborder durant cette table ronde. Rim, je me permets de vous citer. Je crois en la langue vivante et nue. Je crois en l'autodérision. Je trouve que ces mots éclairent particulièrement votre premier roman, qui est magnifique. Je me regarderai dans les yeux. Il y a cette adresse, ce jeu, cette manière directe, frontale, parfois crue, intense, qui entoure ce récit d'émancipation, passionnant, formidablement écrit. Il est question d'une jeune fille dont le personnage semble s'enraciner dans votre propre expérience. Elle doit subir un test de virginité parce que sa mère l'a surprise en train de fumer une simple clope avec sa sœur. Et c'est elle qui endosse la culpabilité, la faute. On reviendra sur le personnage de la mère, si vous voulez bien, parce que sa langue, à cette mère, est si créative, ingénieuse, qu'elle en sublime le caniveau. Aurore Vincenti, bonjour, vous êtes une linguiste française dont l'approche transversale est stimulante, inspirante. La manière dont vous mettez en lien les langues avec le corps, la sexualité, les genres, les imaginaires est passionnante. On retrouve certaines préoccupations et sujets
de rimes. Ce sera un échange intéressant à cet endroit aussi. Vous êtes agrégé d'anglais. En parallèle de cette expertise linguistique, vous êtes formée en tant qu'éducatrice somatique. Vous nous en direz plus sur cette discipline, cette sémantique corporelle qui se dégage. À cette formation, vous l'avez complétée par des études en sexologie à l'Université de Genève. En 2017, vous avez publié « Les mots du bitume », dont le titre est fantastique, on le redira. De Rabelais au rappeur, petit dictionnaire de la langue de la rue. Une préface d'Alain Ray, linguiste facétieux, qui nous manque, on peut le dire. En 2020, vous avez coécrit « Comme on dit chez nous », un ouvrage consacré au régionalisme de la langue française. On peut aussi vous écouter sur Radio France, les podcasts, sur le bout de la langue, un titre réjouissant aussi. Vous prenez un mot, vous le retournez dans tous les sens, sur toutes les coutures. Et puis actuellement, vous êtes en train de travailler un ouvrage qui va paraître en octobre à la Découverte sur la sexualité, le sensible à travers la langue. Enfin, Christophe Benzitoun, vous aussi vous êtes linguiste, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, vous êtes également membre du comité éditorial de l'Encyclopédie grammaticale du français. Vous avez publié « Qui veut la peau du français ?» aux éditions Le Robert en 2021. Dans cet essai documenté et passionnant, vous plaidez pour une vraie modernisation du français. C'est indispensable, dites-vous, pour que le français demeure cette langue vivante. Je voulais signaler que les droits d'auteur de cet ouvrage ont été reversés à une association qui prévient l'échec scolaire et qui lutte contre l'illettrisme en France. À l'enseigne des linguistes atterrés, dont vous avez publié en 2023 un numéro de Trax chez Gallimard intitulé « Le français va très bien, merci, point d'exclamation ». Dans ce Trax, vous réfutez avec vos collègues des idées reçues sur le français. Et vous apportez 30 propositions pour en sortir. Alors, commençons par l'une de ces idées fausses, préconçues, un peu provocantes. Le français n'existe pas. Est-ce vrai? Qu'entendez-vous par là, Christophe? Alors, ce qu'on entend par le français n'existe pas, c'est que le français en tant qu'entité homogène n'existe pas. Ouais, donc évidemment, la langue française existe, mais ce qu'on réfute dans l'ouvrage, c'est de penser le fait que le français serait homogène, serait on va dire une forme idéalisée qu'il faudrait tous qu'on pratique au quotidien, sachant que cette représentation-là n'existe pour aucune des langues. Voilà, quelle que soit la langue, en dehors des langues mortes, à partir du moment où vous avez une langue naturelle et une langue vivante, le principe de base, c'est ce qu'on appelle la variation, c'est-à-dire que la langue ne sera pas parlée de manière homogène, ne sera pas écrite de manière homogène en fonction de votre âge, en fonction de votre genre, en fonction de votre région d'appartenance. Et donc, c'est une illusion de faire croire qu'à l'école, par exemple, on est censé enseigner une seule forme linguistique, sachant que chaque élève va venir avec sa forme linguistique propre. Voilà, donc quand on dit que le français n'existe pas, c'est le français avec, on va dire, le déterminant défini en majuscule. Voilà, ce français-là, le français n'existe pas parce qu'il n'y a pas de forme homogène de langue, que ce soit pour le français ou d'autres langues. Aurore, je vous voyais acquiescer. Oui, bien sûr, je plus sois. Il y a peut-être un aspect qui fait qu'on a l'impression qu'on a un français, qui est qu'on est assez peu confronté à des variations dans nos environnements. En vérité, on fait partie d'un milieu, on est avec des gens qui nous ressemblent plus ou moins, et donc des vraies variations de français, elles sont... On les sent pas beaucoup, donc pour des personnes qui ne sont pas spécialisées sur le sujet, bah oui, c'est vrai qu'il y a l'impression qu'on aurait un français. Je trouve que ça évolue ces derniers temps à un endroit assez spécifique qui est celui du cinéma. J'ai remarqué que
on a des films en ce moment qui mettent en valeur des accents des Français qui ne sont pas forcément celui qu'on parle à la maison. Et je pense notamment dans des films un peu plus récents à ceux de Monia Chokri au Québec ou de Bruno Dumont. Là, on est vraiment confronté à des variations fortes, enfin en tout cas sensibles, palpables. Et ça nous permet, et je pense que c'est lié à quelque chose d'assez intéressant qui se produit dans la culture, qui est que les films sont davantage financés par les régions. Et donc, ces financements-là ancrent les films dans des espaces, et ces espaces nous confrontent donc à plus de milieux, plus de lieux, et donc plus de Français. Et ça, je trouve que c'est assez réjouissant, même si c'est pas énorme comme changement, mais ça, je le vois, ce sont des indices faibles qui, moi, m'intéressent en tout cas. C'est la revanche des territoires ? La revanche, v'là un bien grand mot, mais en tout cas peut-être l'émergence ou la réémergence d'autres chansons de la langue, et donc de pouvoir être confronté depuis notre endroit, notre milieu, par le biais du cinéma ou par le biais de la culture, à d'autres façons de parler. Et ça, je ne sais pas si c'est une revanche, mais ça fait plaisir. C'est aussi une manière d'inclure à nouveau ces langues, ces sonorités, ces accents, ces expressions. Dans votre ouvrage sur les régionalismes, on est au cœur de ce sujet, n'est-ce pas ? Oui. Alors, il est vrai, je n'avais pas pensé à cette question d'inclusion ou d'inclusivité. On est à une période du français ou des Français où on se pose cette question de est-ce que ce serait pas bien d'inclure plus de façons de parler, d'inclure donc plus de personnes qui parlent la langue, et ça se joue aussi à l'endroit peut-être des parlers régionaux, des patois, des langues régionales. Ce serait ça, une voie du progrès pour la langue ? Alors ça dépend de la personne qui parle, c'est-à-dire que pour moi c'est une voie de progrès, mais peut-être que pour quelqu'un dans la salle ça ne le sera pas. Le progrès est tout relatif. Pour certains ou certaines ce sera une régression. Pour moi oui, plus la langue est perméable, plus elle se nourrit d'autres univers, d'autres façons de faire, plus elle est riche, mais pour certaines personnes c'est une forme de dégradation, et c'est là qu'on entre à un endroit très politique de la langue. Exactement. La langue, c'est politique. Et Christophe, je suis sûre, en parlera très bien. Absolument. Rim, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose justement sur cette notion d'accent, de langue ? Alors, moi, je viens du Maroc où j'ai grandi jusqu'en 2013, justement, où j'ai fait mes études, et où on apprend le français quasi en même temps que l'arabe. En tout cas, dans les écoles publiques, il est enseigné encore aujourd'hui. Moi, comme j'ai été très rapidement attirée par la lecture, je l'ai appris très tôt, quasi en même temps avec le Darija. Et en fait, c'est en grandissant que j'ai compris aussi, je constatais déjà que le Darija, qui est donc l'arabe dialectal, était très traversé par le français, mais pas uniquement. Il y a aussi des mots d'espagnol qu'on retrouve dans le Darija marocain, des mots même parfois en allemand, il y en a beaucoup, beaucoup moins que... Et puis des mots amazigh, etc. Et je pensais que c'était le seul Darija était capable de cette perméabilité-là, mais en fait, j'ai compris plus tard, naturellement, que le français aussi était constitué d'énormément de mots qui viennent de l'arabe. Oui. Après, pour ajouter une petite expérience personnelle par rapport à ce français des régions, donc mes filles sont à moitié bretonnes, et donc ma belle famille est bretonne, et au départ, parce que moi j'ai appris le français à l'école au Maroc et à travers les livres, donc la littérature qui a souvent un français très littéraire, très travaillé, et puis j'ai grandi surtout avec les classiques avant de connaître la littérature contemporaine en arrivant ici, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de librairies au Maroc qui ramenaient on n'était pas sensible à la rentrée littéraire française. Et puis je me suis retrouvée en Bretagne
à ne rien comprendre à ce que me disaient les gens. Par exemple, il y avait ma belle-mère qui dit « J'ai amené Michel et on a envoyé une bouteille ». Je lui dis « Mais t'as envoyé la bouteille où ?» Elle me dit « On l'a envoyée avec nous ». Et en fait, c'est une traduction littérale du breton. Et envoyer, c'est apporter avec soi. Et au départ, je ne comprenais pas. Et c'est petit à petit aussi, en donnant des ateliers d'écriture et des rencontres dans des établissements scolaires dans à peu près toute la France, que j'ai compris qu'il y avait justement ces spécificités régionales et puis toutes ces langues régionales que j'ai découvertes vraiment sur le tard. Et donc, pour moi, c'est vraiment une sorte de continuité avec ces hybridations que j'ai retrouvées déjà dans le Darija. Et je suis très heureuse de retrouver ça aussi en France, sans parler évidemment du rap qui est très traversé par plein d'autres langues, par des néologismes, par la langue de la street. Exactement. Aurore parlait de la dimension politique. Le discours sur la langue est politique. Il concentre des constructions idéologiques patriarcales et qui enflamment la plupart du temps, voire hystérisent les débats, justement. Christophe, je m'adresse à vous. Qui a le pouvoir sur la langue ? C'est tout le monde. Ouais, en fait, c'est intéressant ce débat-là, on va dire franco-français, parce qu'on a une vision comme c'était l'Académie française qui régentait tout ça. Alors vous pouvez regarder tous les textes de loi possibles et imaginables. L'Académie française, elle a un rôle de consultation. Elle n'a aucun rôle décisif et les seuls États dans lesquels une institution s'occupe de la langue, c'est les États totalitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vous imposer une forme d'écriture. C'est pour ça notamment il y a eu beaucoup de débats autour de la loi Toubon en 1994, qui est obligé à utiliser le français et qui censurait les messages en anglais. Et à l'heure actuelle, notamment, il y a l'obligation de traduire systématiquement tous les messages en anglais. Et une partie de la loi Toubon qui a été censurée parce que, comme je vous dis, le fait de devoir dire aux gens comment parler et comment écrire, c'est de l'ordre des États totalitaires. Voilà, donc il faut être beaucoup plus souple sur la conception qu'on a. Donc l'Académie française ne régente pas la langue. Alors, ce qui est plus ou moins encadré, c'est l'enseignement. Donc au niveau de l'enseignement, il y a un enseignement et une forme linguistique qui est plus ou moins codifiée, mais évidemment pas mot à mot. Vous n'avez pas un dictionnaire des mots qu'on est censé enseigner à l'école. Donc c'est beaucoup plus souple que ce qu'on imagine. L'orthographe est assez rigide, mais parce qu'on se l'est rendu rigide, encore une fois, il n'y a pas de texte qui vous oblige à utiliser une orthographe. On s'impose nous-mêmes une forme orthographique parce que généralement, on n'a pas une connaissance très approfondie de l'histoire de la langue et d'où vient l'orthographe. Mais, justement, si je peux me permettre, je voulais citer à ce propos l'orthographe, une citation de Paul Valéry qui est assez étonnante. Paul Valéry dit que l'orthographe va du cocasse à l'absurde. Son état actuel relève d'une succession d'ajustements. C'est le cas, en fait. Alors, le problème de l'orthographe du français, quand vous regardez sur un temps plus long, c'est qu'elle n'a jamais été rationalisée. Voilà, donc, historiquement, il y a eu des débats, il y a très longtemps, mais si vous prenez le XVIIe siècle, il y a eu énormément de débats sur le fait que la langue devait représenter l'oral, le français parlé, le plus possible, ou au contraire devait revenir aux racines latines et grecques. Et comme vous pouvez voir dans l'orthographe d'aujourd'hui, ceux qui ont gagné, c'était, on va dire, les conservateurs. Et donc depuis cette époque-là, et alors, ça traverse aussi d'autres dimensions de la vie en société, c'est pas que la langue, mais voilà, c'est les débats entre les modernes et les conservateurs. Et donc c'est plutôt les conservateurs qui ont gagné, mais petit à petit, même quand vous regardez l'Académie française, il y a une évolution entre la première édition du dictionnaire de l'Académie française en 1694 et aujourd'hui, et même l'Académie française elle-même, historiquement, était beaucoup plus progressiste que l'Académie française d'aujourd'hui. Donc quand vous regardez, entre 1694 et aujourd'hui, on a la 9e édition qui est sortie l'année dernière. Alors au départ, ils mettaient à peu près 20 à 30 ans pour faire une édition, avec énormément de changements d'orthographe, et notamment entre la 2e et la 3e édition du dictionnaire, qui est à peu près 25 ans d'écart, il y avait un quart des mots qui ont changé d'orthographe. Et là, depuis le 19e siècle, en fait, il y a beaucoup moins d'évolution de la part de l'Académie française parce qu'il y a l'école obligatoire. Et donc, il y a eu une concomitance entre le frein qu'on a mis sur l'évolution de l'orthographe et l'enseignement massif parce qu'évidemment, il faut une forme de référence à enseigner. Et donc, ça s'est figé en cours de route, si vous voulez. La régularisation s'est faite petit à petit, pas jusqu'au bout. Et c'est pour ça que, notamment aujourd'hui, vous vous retrouvez encore avec des formes avec double consonne, simple consonne, sans aucune organisation d'ensemble. Donc il y a besoin de revoir ça. C'est pour ça qu'on appelle de nos voeux une on va dire, rénovation et modernisation de l'orthographe, parce que c'est un des points qui pose d'énormes difficultés pour les enseignants et évidemment pour les élèves.
On était plus progressiste à l'époque alors, si je vous comprends bien. L'Académie française était plus progressiste à l'époque, pas forcément la société. Oui. Mais l'Académie, oui. Parce qu'en fait, elle était composée de gens qui n'étaient pas forcément des bons utilisateurs de la langue écrite, mais qui étaient des gens qui connaissaient le fonctionnement de la langue. À l'heure actuelle, en fait, on a plus des gens qui savent l'utiliser, qui sont des bons auteurs ou des bons écrivains et des bonnes écrivaines, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes du fonctionnement de la langue. C'est deux compétences différentes. Et quand vous regardez les discours des académiciens, y compris des secrétaires perpétuels des années antérieures, eux défendaient une réforme de l'orthographe. Aujourd'hui, on n'entend plus du tout. Ah non, au contraire. Au contraire. Aurore, vous étiez en train d'opiner du chef aussi à nouveau en disant... Écoutez, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais je trouve ça intéressant de voir que l'idée qu'on se fait du travail de l'Académie au fil des siècles a été beaucoup plus variée que l'image qu'on en a aujourd'hui. Et qu'au sein de l'Académie, à ses débuts, il y avait des débats, il y avait de vraies discussions intéressantes. Et ça, on a un peu perdu cette souplesse, justement, cette mobilité de la langue. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une rigidification progressive, et même dans les discours non savants. Ce qui fait que le discours public sur la langue, même médiatique, c'est beaucoup rigidifié également. Et donc ça, c'est dommage. Est-ce que ça veut dire c'est une réflexion peut-être plus philosophique que linguistique, mais est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on essaie de trouver une cohérence, de se mettre d'accord, de discuter d'enjeux, est-ce qu'on est voué de toute façon à s'enfermer dans une norme? Ça pose la question de la norme et de qui est dans la norme et qui n'y est pas. Et bon, alors moi, il se trouve que ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'y est pas. Et donc, ce qui finalement, on n'entre pas dans le dictionnaire non plus, dans une certaine mesure, même si ça bouge et ça a bougé. Et vous évoquiez Alain Ray tout à l'heure. Alain Ray, j'ai travaillé avec lui, j'étais toute jeune, j'ai passé des années à travailler à ses côtés. Et il avait ce côté extrêmement ouvert sur des questions de langue. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, il y a quelques toutes petites années, le Robert, qui est le dictionnaire avec lequel j'ai travaillé en tant que lexicologue, lexicographe, le Robert a annoncé a fait entrer le pronom IEL dans sa version en ligne, ce qui a été très violent pour tout le monde, visiblement, puisqu'on a même reçu des menaces de mort au Robert. À ce moment-là, à ce moment-là, Alain Ray venait de mourir, ou à peu de choses près, et il y a pas mal de gens qui ont pris la parole pour dire Alain Ray n'aurait jamais toléré une chose pareille. Et déjà, le pauvre, je veux dire, c'est dur de parler à sa place. Et par ailleurs, pour l'avoir côtoyé et avoir été témoin de son rapport à la langue, je pense qu'il était beaucoup plus curieux de ce qui pouvait bouger. Alors il aurait peut-être questionné la dimension durable ou pérenne du pronom, mais je ne pense pas qu'il l'aurait condamné, je ne pense pas... Censuré. Oui. En tout cas, il aurait été curieux. Et peut-être que c'est cette curiosité qui manque, et alors qu'on trouve qu'on a chez les linguistes atterrés, justement, de restons curieux, curieuses de ce qui se passe dans nos langues, tout simplement pour ne pas juger, condamner tout de suite, virer. En fait, parce qu'on ne peut pas résister à une chose, et Christophe le disait tout à l'heure, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un pouvoir sur la langue. L'usage, c'est vous, c'est nous spécialistes, et vous pas spécialistes éventuellement, et c'est tout le monde qui parle. Et ça a un poids. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous forcer à employer des mots que vous ne voulez pas employer. À contrario, vous n'allez pas nous imposer des usages. Et ça... c'est comme une espèce de grande vague, quoi. On est ensemble dans ces usages de la langue et on ne peut pas y faire grand-chose. On peut, nous, et c'est notre travail, regarder ce qui se passe, en fait. Regarder, analyser, questionner, se demander. Et nous, c'est notre boulot, je dirais, de ne jamais juger, mais plutôt de rester curieux, curieuse. Par rapport à justement cette langue orale, est-ce qu'on n'est pas aussi vers une fracture entre langue écrite avec ses normes justement qui s'imposent et alors que cette langue orale qu'on parle tous, qu'on façonne au quotidien en fonction de nos réalités, de nos cultures, il y a ce hiatus qui s'installe. Vous dites, vous, Christophe, à propos de la norme, qu'elle est peuplée de choix linguistiquement discutables, justement. Alors, sur la question de l'oral et de l'écrit, il y a notamment un philosophe qui a écrit là-dessus, c'est Jacques Derrida, qui a écrit de la grammatologie. Et en fait, c'est comme le débat que j'évoquais tout à l'heure au XVIIe siècle sur est-ce que l'orthographe devait refléter la langue orale ou pas. En fait, ce débat-là a été tranché
au XXe siècle, et il y a notamment des philosophes qui avançaient l'idée, et des linguistes aussi, que l'écrit devait s'autonomiser par rapport à l'oral. Et donc à l'heure actuelle, on est vraiment là-dedans, en disant on a une langue orale qui évolue, qui est beaucoup moins, justement, qui est beaucoup plus souple quelque part, qui a beaucoup plus de facettes, beaucoup plus de richesse. D'accord, vous voyez, je peux me bouger. Notamment, à l'écrit, on a inventé les émojis pour compenser ce que ne pouvait pas faire l'écrit, que peut très bien faire l'oral. Donc l'oral est vraiment extrêmement riche, bouge beaucoup plus vite que l'écrit. Et donc l'écrit a une tendance conservatrice beaucoup plus forte. Et donc, notamment, certains philosophes ont théorisé ça, et certains linguistes aussi, en disant le français écrit, l'orthographe, a sa propre logique qui peut être indépendante du français parlé. Et donc le risque, et c'est l'idée que je défends dans mon ouvrage, le risque que ça fait peser, c'est qu'on a une forme de ce qu'on appelle une diglossie. Donc la diglossie, elle est connue dans les pays arabes, où vous avez quelque part deux langues en compétition, une langue littéraire, une langue de prestige, alors ça peut être la même langue ou pas, et une langue du peuple, une langue du quotidien. Et j'en parle aussi dans mon ouvrage, ça s'est produit en Grèce. D'accord ? En Grèce, vous avez deux variétés de la langue grecque, une variété du peuple, le démotiki, vraiment au quotidien, et une variété haute qui en fait était du grec, mais qui était du grec réinventé. Ce n'était pas vraiment du grec du quotidien, mais c'était une sorte de grec fantasmé qui a été réinventé à partir de ce qu'on fantasmait de l'histoire de la Grèce. Et donc ils sont retrouvés pendant 150 ans à se battre contre ce grec-là qui était enseigné à l'école, qui était une catastrophe parce que ce n'était pas la langue du peuple, du quotidien. Et là, ce qui est en train de se passer pour le français, c'est le risque. Il y a un progrès qu'on pourrait défendre, c'est celui de dire acceptons cette curiosité-là qu'on est censé avoir au quotidien pour le français, et le risque que court la langue française à l'heure actuelle, c'est de ne pas s'apercevoir de cette richesse-là, de figer le français écrit une fois pour toutes, et que petit à petit, il soit de plus en plus difficile à enseigner. Et donc là, moi, l'hypothèse que je défends, c'est qu'une des difficultés qu'on a dans l'enseignement qui donne le sentiment que le niveau baisse, c'est que comme le français écrit bouge beaucoup moins vite que le français parlé, on a en gros 2 siècles d'écart. Et donc le français écrit qu'on a aujourd'hui, c'est le français parlé d'il y a 2, 3, 4 siècles. D'accord ? Pour vous donner un exemple, les S de pluriel se prononçaient historiquement. Les NT de conjugaison se prononçaient historiquement. Ça s'est perdu il y a 4 à 5 siècles. D'accord ? Ce n'était pas hier. On l'a conservé à l'écrit. Et donc les enfants aujourd'hui, les élèves qui apprennent à écrire, ils doivent apprendre que, par exemple, si vous dites « les enfants mangent », vous prononcez « mange », mais à la fin de « mange », il y a NT. Et ça, vous n'avez aucune autre langue au monde qui fonctionne comme ça. Ça n'existe pas. D'accord ? Des langues, vous avez des marques grammaticales qui ne se trouvent qu'à l'écrit, ça n'existe pas. Donc on a, une fois, un écart grandissant. Et donc le français parlé, comme l'a très bien dit Aurore, vous ne pouvez pas le contraindre. Ouais, il évolue à son rythme. Ouais, on peut essayer de le limiter un peu, mais il évolue à son rythme. Le français écrit est un peu plus facile à bloquer, notamment par l'enseignement. Et donc petit à petit, si on n'y fait pas attention, si on ne fait pas un lien beaucoup plus important, beaucoup plus, on va dire, une proximité beaucoup plus forte entre l'oral et l'orthographe, même pas le français écrit, vraiment l'orthographe, et le français, la norme du français écrit, on risque d'avoir d'énormes difficultés, une fois, pour l'enseignement dans les années qui viennent. Mais moi, une fois, je suis plutôt optimiste, et je pense qu'on va arriver à surmonter ça. C'est aussi un enjeu démocratique, justement, de ne pas laisser sur le côté ces locuteurs à l'oral, effectivement, qui sont complètement exclus de tous les concours, d'une scolarité, d'une accession professionnelle, etc., parce qu'ils sont effectivement... Ils commettent des fautes d'orthographe, grammaticales. Oui. Alors etc. tous les débats qu'il y a eu sur l'orthographe depuis le XVIIe siècle tournent autour de cette question-là. C'est une question démocratique. Voilà, donc dès le départ, quand on a eu les premières discussions sur quelle devrait être la forme de l'orthographe, est-ce qu'on devrait avoir une forme élitiste ou est-ce qu'on devrait avoir une forme accessible et démocratique? Alors vous imaginez, la société du XVIIe siècle, c'est pas celle d'aujourd'hui. Hein. Vous aviez moins d'un locuteur sur 2 en France qui parlait français. C'est ça. Et la plupart parlaient des langues régionales. Et donc, le français, c'était vraiment très loin. Et la plupart n'écrivaient pas et lisaient pas, évidemment. Donc, aujourd'hui, on est arrivé, fin du XIXe siècle, scolarisation, ou en tout cas, enseignement obligatoire. À l'heure actuelle, la plupart des enfants sont scolarisés. Le français a quasiment tué les patois, il faut en parler aussi, parce que le patois, on va dire les langues régionales, c'est une richesse. Donc, on le voit notamment dans les variétés du français parlé à différents endroits. Mais donc ça, c'est une richesse. On les a tués avec ce mythe-là d'un français homogène. Donc il y a besoin aussi on va dire, de revitaliser ces langues-là. Et même si on prend que le français, en fait, il y a vraiment besoin de les faire évoluer parce que, comme je vous dis, 17e siècle, on a besoin de démocratiser la langue. Il y a des gens qui ont dit ah non, il ne faut pas que ce soit du tout démocratique. On va faire une langue élitiste
Premier dictionnaire de l'Académie française, on fait une langue étymologique, donc en fait, on ferme l'accès à plein de gens. Enseignement obligatoire fin 19e siècle, Jules Ferry, aux avant-postes pour dire il faut arrêter avec l'orthographe, soit il faut la réformer, soit il faut limiter les dictées parce que ça va être une catastrophe. On est plus d'un siècle plus tard, à peu près 150 ans plus tard, mais en fait la catastrophe on la voit, elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Parce qu'on n'a pas bougé sur cette idée-là, cette question-là. Et donc il y a besoin de démocratiser l'orthographe pour démocratiser la langue écrite. Et tant qu'on n'arrivera pas, on aura toujours les difficultés qu'on a à l'école, qu'on a depuis 150 ans, 200 ans, et qu'on continue à avoir. Avec des célébrations, des grandes dictées, et en même temps en parallèle à l'oralité, les concours d'élégance, etc. Une espèce de contradiction qui n'en finit plus. Alors je ne pense pas que ce soit des contradictions, c'est juste un décalage. Un décalage. Voilà, un décalage entre le fantasme de la langue qu'on véhicule à travers la société de manière massive et la réalité de la langue qu'on ne peut pas contraindre. Voilà, une sorte d'opposition indépassable. Rime entre langue et... Oui. J'ajoute en un mot, ça crée quelque chose qu'on constate au sein de l'éducation nationale et pour en fait beaucoup de gens même qui ne sont plus à l'école, cet écart notamment entre l'écrit et l'oral et entre la norme et ceux qui n'y adhèrent, n'arrivent pas à s'y plier, c'est de l'insécurité linguistique. Et alors à un niveau bassement émotionnel, si je puis m'exprimer ainsi, l'insécurité linguistique, c'est la honte en fait. Donc et je pense qu'il ne faut pas oublier ces enjeux très humains dans notre rapport à la langue et notamment à est-ce qu'on va m'écouter ? Est-ce que j'ai voix au chapitre si je n'arrive pas à parler selon les codes, selon la norme ? On le constate à l'école, certains qui se retirent de l'enjeu scolaire en se disant de toute façon je suis trop nul. C'est quelque chose qu'on entend chez les petits. Et ensuite chez les adultes, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense que ça a fait grossir ce mouvement-là, c'est de dire à chaque fois que quelqu'un prend la parole politiquement, et là on revient à l'enjeu démocratique, quelqu'un qui dit j'ai quelque chose à dire dans l'arène démocratique, et on lui dit tout de suite dès que tu maîtriseras la conjugaison, prends un Becherel et on en reparlera plus tard. Dès que tu sauras écrire correctement, on en reparlera. En fait, ça veut dire ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ouais. Donc, cet enjeu-là, il vient nous toucher à des endroits qui sont pas que rationnels, quoi. Ça fait du mal aussi à l'endroit de la honte, à l'endroit de la légitimité, l'impression qu'on a quelque chose à dire et qu'on peut le dire et qu'on a le droit de le dire. De sa légitimité. De sa légitimité, et ça crée des fossés dans la société, ça crée des écarts. Voilà, c'est pas anodin quand même. Un dernier point là-dessus, pour terminer, c'est le même sujet. Oui. Il y avait des portraits très intéressants dans Libération qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur les gens qui avaient un accent et qui parlaient français. D'accord ? Donc il y a eu 5-6 portraits différents de gens justement qui étaient en insécurité linguistique, qui disaient, c'est beaucoup de gens en fait, qui partaient des régions qui sont montés à Paris. Et à Paris, ils disaient, nous, on est jugés parce que systématiquement, on nous renvoie, je ne sais pas si on a un accent du Sud, moi je viens de Marseille, on tombe un peu moins, mais donc quand on a un accent du Sud, on va dire, mais on a certains traits de caractère. Et donc évidemment, ça nous essentialise, c'est un problème. Oui. Et la conclusion de ces gens-là, et c'est là en fait, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que la conclusion de beaucoup de ces personnes-là qui sont interviewées, c'est de dire, moi je préfère parler anglais. En fait, c'est ça le risque qu'on fait, c'est qu'en étant trop puriste, et en disant, en fait, on est censé avoir une langue homogène, mais en fait, les gens vont se détourner du français pour aller prendre une autre langue. Et donc, si on veut défendre le français, ce dont on a besoin, c'est de défendre toutes les variétés. Et notamment, donc Marcel Proust disait, ce sera la citation du jour, ouais, on disait que pour défendre la langue française, il fallait l'attaquer, il ne fallait pas écrire le français classique. Parce que lui était très conscient du fait que pour enrichir la langue, en fait, on a besoin de la triturer, n'est-ce pas ? Et notamment en littérature. Et bien voilà, justement... Très belle passerelle pour rime, juste triturer la langue, c'est ce qui vous fait le plus plaisir et ce dans lequel vous excellez aussi, cette manière de l'attaquer frontalement aussi. Alors, je pense que j'ai la chance d'avoir publié d'abord la poésie, parce que je pense que c'est l'endroit aujourd'hui où on arrive vraiment à inventer en littérature. Parce qu'on a justement, alors déjà parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu économique, donc tout le monde l'a un peu zappé, et qu'ensuite elle est lue et suivie par, elle a été lue et suivie par une minorité qu'on
considérée comme une langue élitiste, comme un rapport à la littérature qui est réservé à une petite minorité de personnes initiées. Et du coup, ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes qu'on ne voit pas en littérature, en roman, en essai, etc., qui se sont emparées de la poésie parce qu'il y a eu un travail sur le terrain de personnes qui, comme moi, font des ateliers d'écriture avec des scolaires dans des médiathèques, etc., et qui encouragent les personnes et qui désacralisent un peu le rapport à la langue et qui rassurent justement sur le fait qu'on n'a pas besoin de maîtriser l'orthographe, on n'a pas besoin de maîtriser la grammaire, on peut jouer avec la syntaxe, on peut la triturer justement, on peut s'amuser en fait, parce que pour que les personnes puissent arriver à la lecture de la poésie, il faut que les personnes arrivent à se l'approprier en l'écrivant, et pour pouvoir en écrire, il faut d'abord ne pas se sentir jugé, ne pas ressentir cette honte ou ce regard en fait qui va disqualifier notre démarche, notre discours, etc., pour des raisons qui ne sont pas tout à fait légitimes en fait. Généralement, il se produit des choses merveilleuses en atelier. Les personnes ont des trouvailles poétiques, il se passe des moments de grâce absolument merveilleux assez régulièrement. Et donc moi, dans mon travail en tant que poétesse, j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai réalisé que j'avais quand même une sorte de, comment dire, que j'avais le darija qui était quand même dans mes fondations, dans la manière, dans la souplesse avec laquelle j'abordais la syntaxe, et aussi la liberté que je m'accorde en incluant des mots en darija ou en anglais dans mes textes. Je dose évidemment, mais pour moi c'est important, tant que ça reste pertinent par rapport aux propos que j'essaye de construire. Je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais de dire, je sais pas, michto ou wacha dans mon texte. Bien sûr, ça crée de la richesse, ça crée de la liberté, ça crée de l'émancipation aussi. Ça crée. Alors justement, je voulais vous faire écouter et vous montrer, pour rester dans cette créativité aussi, et vous adresser un French Kiss. C'est la chanson écrite et composée par le pianiste Chili Gonzalez, qui est natif de Montréal. Vous l'avez peut-être entendu, et vous. Et donc, on regarde, on écoute et on en parle après. Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite. Quand je vous baise dans l'oreille, je parle anglais comme Tony Blair. Je parle allemand Adolf Hitler. Mais en français, je prononce les R. Éclair, tonnerre, pomme de terre. Je lis dans mon lit, je suis littéraire. Je lis Carrère, j'écoute Makala, je mange du camembert, je fume du cannabis, c'est mon somnifère. Blablabla, bla, bla, etc. Patati patata, je viens du Canada. J'aime les castors, mais à la frontière, je suis franchouillard, check mon passeport. Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolay. Je rappe en triolet. Votre langue est intimidante, ok? C'est en français que Chili chante, ok? Ça m'a pris longtemps. Beaucoup de romans, beaucoup de films d'Yves Montand. Avec mon petit accent si charmant. Et je comprends que je manque de maîtrise. Mais heureusement, j'assume mes bêtises. Votre passé simple n'est pas si simple. Le mien est compliqué comme un labyrinthe. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert. Je préfère lire des pentes. Beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans, mais je vous French kiss comme un vrai séfran. François Mitterrand. Je vous French kiss avec ma langue française. Je vous French kiss en dansant la javanaise. Bien dans mes charentaises, en robe de chambre, comme Robespierre, je suis trop fier de parler la langue de Voltaire, Flaubert, Baudelaire et Bangalter. Je vous French kiss, éclair au chocolat. Je vous French kiss, pomme de terre, en robe de chambre, comme Robespierre. Je vous French kiss. L'hexagone,
Lexa Gonzalez, Chili Gonzalexagone. Je vois que vous appréciez ce French kiss donné par notre ami Chili Gonzalez. Bien, il le dit, votre langue est intimidante. Mais pourtant, je vous French kiss comme un vrai séphant. Christophe, qu'est-ce que ça vous inspire, cette créativité, cette invention langagière de Chili? C'est son premier album, effectivement. Pendant longtemps, il n'a pas osé, comme il l'explique bien. Et pour l'avoir vu en concert, c'est vrai qu'il y a une jouissance, il y a un plaisir réel qu'il nous transmet, et c'est assez prodigieux. Moi, je trouve ça formidable parce que justement, ça illustre parfaitement ce qu'on dit depuis le début, à savoir que le français, c'est une richesse, qu'il y a besoin d'accepter toutes les variations. Et là, justement, il va très loin. Et alors, il faut connaître aussi le contexte canadien et le contexte québécois, qui est assez différent du français. Nous, on est un des seuls pays monolingues au monde. Le français n'est pas spécialement menacé en France. D'accord, quasiment 100% des personnes parlent français. Et au Canada, en fait, ils sont vraiment attaqués par l'anglais. Donc souvent, en fait, quand on a des débats avec des collègues canadiens, et vraiment la perception est assez différente parce qu'eux, ils sont vraiment attaqués par l'anglais. Donc le contexte n'est pas du tout le même. Et lui, on voit en fait qu'il se défend en disant « Moi, je veux parler français. Effectivement, je prends des mots anglais, mais je parle français. Et je défends cette idée-là, et c'est important de parler français. Et si ces gens-là sont en insécurité linguistique, encore une fois, ils vont forcément se tourner vers l'anglais. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous pend au nez. Et donc, si vraiment on veut faire progresser la langue française, il faut dire qu'il faut accepter les différences, il faut accepter que les gens triturent dans tous les sens, qui poussent le français dans ses derniers retranchements pour montrer que la langue est vivante. Et là, vraiment, c'est un exemple chimiquement pur de ça, où on voit quelqu'un qui se l'approprie, qui est fier de ça, qui dit si vous n'êtes pas content, peu m'importe, je parle français comme j'ai envie de parler français. Le français est capable, par ma bouche, de ressembler à ça. Et peut-être que c'est le français de demain, et ça sera très bien comme ça. Au moins, le français sera vivant et restera vivant. Donc je défends cette langue-là, il défend cette langue-là, et c'est parfait. Rim, vous avez beaucoup ri. Oui, en fait, déjà, j'adore Chili Gonzalez, et je ne connaissais pas ce clip-là, donc merci pour la découverte. Avec plaisir. Je vous invite à écouter tout l'album, d'ailleurs, qui est extraordinaire. Je ferai avec plaisir. Et ça m'a fait penser, j'ai pas une assez bonne mémoire pour vous le dire de tête, mais ça m'a fait penser à ce poème de Michel Lalonde, qui est une poétesse québécoise. Le poème est très, très beau. On peut le voir sur YouTube. Elle le lit. Ça s'appelle Speak White. Et justement, elle parle du rapport à la langue et comment il est traversé par les disparités de classe et par le suprémacisme de certaines tranches de la société. Et je pense que les rapports de classe entrent en jeu aussi dans le rapport à la langue française, le rapport à cette rigidité-là, en fait. On parlait d'un élitisme, effectivement, de la langue écrite qui arc-boutait sur elle-même. C'est ça, et je pense qu'il y a aussi malheureusement de la xénophobie en fait dans cette posture-là, qui est plus une posture qu'un réel positionnement politique au final. Et je pense et c'est en fait d'ailleurs les mêmes personnes qui se recroquevillent, qui défendent ce français, ce mythe d'un français pur qui aurait existé tel qu'il est depuis toujours, qui sont aussi qui s'insurge contre l'écriture inclusive, qui dans son nom même et justement annonce le programme. C'est la volonté, c'est d'inclure le plus de personnes possible. D'ailleurs, je ne sais plus qui de vous deux a dit que personne ne nous a imposé de ne pas utiliser l'inclusif ou pas. J'ai une amie chercheuse qui s'est vue interdire d'écrire sa thèse en inclusif alors qu'elle avait commencé en fait comme ça, qui a dû refaire toute la rédaction et par sa hiérarchie et par la personne qui la dirigeait. Et donc, personne en effet, l'Académie française n'a pas la capacité de légiférer là-dessus ou de nous interdire de l'utiliser.
utilisé, mais ça arrive justement par le biais de différentes institutions qui vont disqualifier des textes ou des thèses ne seront plus recevables éventuellement si elles sont inclusives et il finira par disparaître peut-être à un moment et on pourra parler de mode qui est passé. Dans un de mes livres, j'utilise l'inclusif avec vraiment, ça se voit pas trop, il y avait un LE en parlant des vieux et des vieilles et j'utilise LE et on m'a dit mais t'as pas peur que dans quelques années on ne parle plus du tout de la langue inclusive et que ton livre se retrouve à être complètement désuet, dépassé. Et en fait, je m'en fous déjà. D'abord, parce que je ne suis pas dans cette optique de marquer l'histoire et avoir une gloire posthume. Si je suis lue aujourd'hui de mon vivant, je suis très heureuse. Et donc, j'écris avec les outils du contemporain sur des problématiques contemporaines. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, si on n'inclut pas ces choses-là et ces manières d'écrire dans des livres, eh ben, elles ne pourront plus pas être conservées, on ne pourra pas démontrer que c'est tout à fait lisible et que c'est beau, au même titre que autrice. Il y a même 5 ans, tout le monde voulait défendre le auteureux, oui. Et aujourd'hui, finalement, parce que soi-disant c'est moche, parce que c'est illisible, et aujourd'hui, tout le monde s'y est fait, et on me dit autrice beaucoup plus simplement qu'il y a 3-4 ans. Oui, oui, exactement. Aurore Vincenti, par rapport effectivement à ce dont parlait Christophe sur le français au Canada, qui est effectivement soumis à une autre pression politique, économique aussi, et la réaction de Chili avec cette créativité incroyable, où effectivement il prend le parti aussi d'oser écrire dans la langue de Voltaire. C'est une vaste question parce que, alors j'ai travaillé sur la langue dans le rap. Enfin, j'ai étudié le rap pendant plusieurs années pour recenser des vocables, des mots, des façons de s'exprimer, parce que c'était un endroit où je trouvais des traces écrites, ou en tout cas, je pouvais entendre une chanson et reconnaître qu'il y avait tel mot. Et donc j'ai étudié ce matériau-là pendant des années. Et donc on m'a questionné sur ce sujet. Et l'enjeu de la créativité dans la langue, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Je vais revenir sur la question de la licence poétique. On me disait souvent en plateau, télé ou radio, oui, mais dans la poésie, qui est des néologismes, des mots inventés, c'est beau, c'est formidable, c'est le renouveau de la langue, c'est la créativité. Dans le rap, on n'a pas le droit. Le rap, c'est moche, c'est vil, c'est pas de la culture. Voilà, c'est ça. Donc on regarde la créativité dans la langue de 2 façons différentes, selon qu'on se dit. Ça, c'est l'élite a droit. Les poètes, les poétesses ont le droit de malmener la langue. En revanche, les mecs de la rue, non. Après, ça dépend lesquels, parce que quand j'ai commencé à publier mes livres, tout le monde me disait ce n'est pas de la poésie ce que vous faites. Et bien sûr, oui. Il y a un autre enjeu qui est probablement l'enjeu. Tu parlais de xénophobie tout à l'heure. Je pense qu'il y a cette autre couche qui vient s'ajouter à la question concernant le rap aussi. Et de genre aussi. Et de genre aussi. Donc il y a une intersectionnalité. C'est un sujet complexe. Mais en effet, je me retrouvais vraiment avec des gens qui étaient capables de se contredire en me disant il faut que la langue soit créative. Et quand c'est les poètes, les écrivains, quand c'est Rabelais, quand c'est Victor Hugo, quand ce sont ces néologismes-là, c'est formidable. Et en revanche, dans le rap, non, ça c'est moche. Au même titre qu'on va regarder les emprunts aux langues étrangères à travers des lunettes très différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de l'anglais comme on a peur de l'arabe. En France, ou en tout cas dans le français. On a peur de l'anglais parce que la langue anglaise, il y a le spectre de l'impérialisme, c'est l'empire qui va nous dominer. L'arabe, c'est la contagion. Ce sont nos peurs racistes et xénophobes. Nationalistes. Donc, pas le même regard sur ce qui pourrait s'introduire dans notre langue et la contaminer, la souiller, puisqu'on parle quand même dans le discours conservateur sur la langue, la notion de pureté ou de purisme revient souvent, alors qu'elle est totalement fictive. mais en tout cas, il y a toujours cette peur de
qu'est-ce qu'on va faire à cette langue pure, cette fameuse langue de Molière que personne ne parle, et de quelle façon. Et c'est intéressant de voir les nuances, les subtilités entre si c'est un poète qui parle, si c'est une poétesse qui est racisée, ou si c'est une femme, et si c'est un rappeur, ou voilà, d'où on vient. Tout ça, c'est social. Encore une fois, c'est politique. Oui, encore une fois, c'est politique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour illustrer effectivement la polémique autour de Aya Nakamura au moment de sa participation ou non à la cérémonie des Jeux Olympiques, on est en plein dans ces questions-là, d'une femme racisée, effectivement, qui métisse le français avec des mots maliens. C'était excessivement violent ce qu'elle a subi, cette artiste. Et en effet, à mon sens, et bon, je ne suis pas la seule à le penser, à le dire, donc je ne prends pas beaucoup de risques, mais elle subit en plus d'une discrimination xénophobe, oui. Il y a la question du genre aussi, le fait que ce soit une femme qui ait autant de succès et qui se permet ses libertés. Le plus au monde, oui. Il faut quand même le rappeler. Oui. Donc, ce sont des enjeux qui se superposent et qui chargent la mule, en quelque sorte. Je ne devrais pas dire la mule, en parlant d'Aya Nakamura, désolée. Non. Mais enfin, qui charge le problème. Enfin, c'est de plus en plus... Non, vraiment, en plus, j'ai toute estime. Enfin, vraiment, je suis, moi, tout à fait admirative des personnes qui s'emparent de la langue, qui la modifient, qui la malmènent. J'ai beaucoup de respect pour cette façon, justement, de travailler avec la langue. Christophe, vous aviez... En plus, c'est une question de sonorité, c'est-à-dire que ce qu'on lui reproche, en fait, c'est d'utiliser des mots bizarres, entre guillemets, alors qu'en fait, ce qui compte dans la musique, enfin, en tout cas une partie de la musique française ou mondiale, c'est quand même la sonorité, comme en poésie. Et donc après, on ne va pas reprocher à quelqu'un qui a un mot qui sonne bien, même si le sens qui est derrière n'est pas fabuleux. Parce qu'en fait, c'est un travail autour de la langue qui ne passe pas forcément par le sens, mais qui peut penser juste un jeu vraiment sur la sonorité et du coup mélanger, métisser beaucoup la langue. Et pour prendre un autre exemple justement de légitimité ou de non-légitimité, si vous prenez le verlan, par exemple, alors une des premières chansons qui est en verlan, c'était Jacques Dutronc. Et vraiment, la chanson, moi je la trouve pas très bonne, mais peu importe, vous pouvez l'écouter. Vous verrez, c'est un peu artificiel, mais a priori, Jacques Dutronc, il n'a pas trop souffert dans sa carrière du fait d'avoir utilisé le verlan. C'était dans les années 70, donc pour vous dire aussi que c'est pas très récent. Et là, pareil, dès qu'on va utiliser des mots en verlan, en plus le verlan est plutôt en perte de vitesse. Il y a une époque où vraiment c'était très très fort, maintenant c'est un peu moins. On se souvient de l'Est Béton. Voilà, effectivement, Renaud. Voilà, donc il y a eu vraiment des époques, là c'est un peu en régression, mais on l'utilise toujours à un niveau assez important. Mais en fonction, finalement, c'est plus la personne qui l'utilise, qui joue, plus que le fait de l'utiliser. Ça dépend qui vous êtes. Et si on revient sur l'Académie française, moi, j'ai jamais vu des personnes, quand vous les prenez sur des plateaux télé, aussi graveleux que des académiciens. Vous pourrez les écouter, vous verrez, parce que comme ils s'autorisent, parce qu'eux, forcément, ils sont légitimes, vous verrez que du point de vue du vocabulaire qu'ils utilisent, ce n'est pas du tout du langage surveillé, parce qu'eux sont légitimes, ils n'ont pas besoin. Donc, il faut vraiment, quand on s'intéresse à des questions de langue, il faut tenir compte de la langue et de l'apparence. Et souvent, on peut dire exactement la même chose, suivant qui le dit, ce n'est pas du tout perçu de la même façon. Vous parliez justement de la prosodie de la langue, de la sonorité. Je m'adresse à Rim Battal, la poétesse qui est dans cette attention-là au sens et au son aussi. Je vous cite, « Je n'arrive pas à baiser dans ma langue maternelle ». Cela m'invite à vous poser la question, de quoi votre langue maternelle est-elle le nom? Est-elle chargée? Ah là là là. Ce n'est pas une psychanalyse, on est non sur le divan, mais sur un fauteuil. Question très complexe. Alors, pour répondre à votre question en partant de cette citation-là, je vais d'abord dire que j'ai parlé arabe et quasiment français presque au même moment, avant même d'aller à l'école. Je connaissais des mots de français, je le parlais pas, je faisais pas des longues phrases, mais voilà, je m'adressais à mes parents en français. Et puis j'ai appris le français et l'arabe classique à l'école. Et donc j'ai un rapport très scolaire à l'arabe classique, où justement il fallait travailler pour avoir des bonnes notes, maîtriser la grammaire, etc. Alors que j'avais déjà développé un rapport au français qui était beaucoup plus souple et beaucoup plus naturel, donc ça m'a facilité justement le fait
j'ai pu m'approprier le français et écrire en français plus simplement qu'avec l'arabe. Ensuite, l'autre raison que j'ai comprise beaucoup plus tard, c'est que l'arabe classique, le darija, c'est ma langue. Et l'arabe classique, c'est la langue du Coran, c'est la langue de l'administration, c'est la langue des formulaires, voilà. Donc, c'est pas vraiment une langue avec laquelle j'ai un rapport sensible. Voilà, enfin, c'est une langue qui est très très belle, que j'aime beaucoup lire par ailleurs. J'adore les chansons en arabe classique d'Oum Kalthoum ou les poèmes, enfin les traductions des Rubaiyat al-Khayyam, des quatrains de Omar al-Khayyam en arabe. Mais je n'arrive pas à écrire en arabe et j'arrive pas à baiser en arabe. Sur cette langue maternelle, plutôt la langue de la mère, est-ce que vous pourriez nous lire justement dans Je me regarderai dans les yeux, page 66, vous écrivez, vous parlez de la langue de votre mère si particulière. Mère Macrel, c'est toi qui abrites la délinquance locale alors? C'est chez toi que ça fume des joints? C'est chez toi le bordel où se rassemblent les putes du quartier? Où les jeunes filles retrouvent leurs amants et leurs clients? Et j'en passe. Ne dirai pas tout. Par pudeur peut-être. Ma maman hurlait des insanités à en noyer de honte un chameau, comme elle l'imageait elle-même dans sa langue si inventive, surtout dans l'insulte, dans l'intention de blesser, de saccager. Ce n'étaient jamais des insultes génériques et vagues que l'on pouvait esquiver qui glissent sur soi. Ma mère avait développé, au fil des ans, un art du duel de bas étage, une langue créative et ingénieuse qui sublimait le caniveau, et ce don qu'elle seule a m'impressionnera toujours. Je n'ai jamais vu quiconque d'aussi doué pour localiser la faiblesse chez autrui, l'endroit précis où se niche toute la fragilité, le bout, la zone la plus délicate, voire la plus douloureuse déjà, pour aller, sans aucune hésitation et sans prendre des gants, y déposer de l'acide nitrique. Elle s'est reconnue? Qui? Votre mère? Je pense qu'elle ne l'a pas lu encore. Ah, Je vais juste rajouter un petit truc, parce que ça me fait rire moi. Mais bien sûr. Alors, je continue à lire, c'est un autre paragraphe. Elle me donne de quoi nettoyer des griffures, de quoi désinfecter pendant que ma mère, dans sa version loup-garou, hurle toujours des horreurs à en faire rougir Bouba et Caris réunis, emplit toute la rue de sa voix, souille la maison de son venin. La mère d'Iman a un soubresaut à chaque injure, particulièrement au blasphème que ma mère canarde sans relâche. Elle répète « Que Satan soit maudit ». Merci. La langue maternelle, l'expression même, Aurore Vicenti, c'est un sexisme de la langue qui est relevé là, qui est dénoté. Alors, un sexisme de la langue, je ne sais pas. Un sexisme tout court, oui, probablement. Enfin, en tout cas, on a tendance à mettre le maternel à des endroits assez spécifiques qui sont ceux du soin, de l'éducation, et ça peut être aussi très beau. Je ne rejette pas complètement cette expression. Je trouve ça triste, par exemple, qu'on parle d'école maternelle et qu'on voit que une grande majorité des enseignantes sont des enseignantes et pas des enseignants, parce que c'est féminin, le fait de prendre soin des enfants et de gérer leur éducation dans nos cultures, pas dans notre essence biologique. Donc oui, en effet, parler de langue maternelle, c'est raccrocher le fait d'apprendre à parler à la mère et à son rôle, et au fait que ce rôle est le sien et pas celui d'un père, par exemple, ou d'un autre, une autre. Après, ça rend les choses très émotionnelles, en fait, de parler de langue maternelle. Et d'ailleurs, je pense que Christophe se fait peut-être la même réflexion, tu me diras. Démocratiquement, publiquement, tout le monde a un avis sur la langue. C'est-à-dire que nous, on l'étudie, à des niveaux différents, de façon différente, mais on a quand même un savoir. On a beaucoup travaillé quand même pour connaître la langue. On l'entend. Et disons que le discours que je tiens sur la langue, je ne me permettrais pas de le tenir sur les mathématiques, alors même que je sais faire une addition, une multiplication, une soustraction, une division.
mais au sujet de la langue, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire moi, je suis contre ceci, ou alors je suis absolument pour ceci, et s'emparer de ce sujet comme s'il le connaissait, ou comme si c'était vraiment une science qu'il ou elle possédait. Et en fait, je pense que ça tient beaucoup à cette dimension très viscérale de la langue, et au fait positif que... certes, c'est un peu lié à maman, et c'est une chose. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment tous les jours et qui est mobile, qui est soumis à des mutations et des transformations. Donc c'est intéressant pour moi, enfin en tout cas de là où je regarde les choses, de me dire c'est fou ce rapport qu'on a à la langue qui est si viscéral et qui... Oui, ressemble à un rapport qu'on pourrait avoir avec sa mère, en fait. Aussi dans les résistances qu'on peut avoir à l'égard de sa mère. C'est une vision plus poétique que scientifique là, que je suis en train de vous livrer, mais ça m'interpelle quand même. Dans la sémantique corporelle que vous étudiez justement, où les émotions, le lien à la mère, les différentes vibrations au sein du corps, la physicalité effectivement de la langue, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ces questions-là, ces enjeux-là? Bon, plein de choses, mais là, en ce moment, je travaille sur la sexualité. Donc, c'est un domaine assez spécifique. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire ce que je suis en train de chercher en ce moment. Je travaille sur le fait de poser un refus, de dire non. On a beaucoup entendu parler de consentement, de non-consentement ces derniers temps. Et pendant un temps, puisque je travaillais aussi beaucoup sur le corps, je me disais, non mais c'est quand même fou qu'on n'arrive pas à lire dans le corps de l'autre son refus, son non-consentement, le fait que la personne ne se sente vraiment pas à l'aise visiblement. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi peu sensible à ce qui se passe dans le corps de l'autre ? Et donc, intérieurement avec moi-même, en tout cas dans ma recherche, pas vraiment publiquement, mais j'avais ce truc de me dire, mais non, mais il faut vraiment qu'on apprenne à lire le corps des autres. C'est pas possible de se tenir qu'à un refus verbal. Et en fait, plus le temps passe, plus je me dis, mais c'est intéressant quand même ce que fait ce non au corps. Le fait de dire non, déjà, c'est pas si facile. C'est pas si bien exercé. Il y a une période de la vie où on dit non qui est autour de 2 ans. Et alors là, on y va à fond. Et puis progressivement, on polit cette spontanéité du non jusqu'à parfois, du fait de certaines éducations ou de certains milieux, le ravaler complètement, ce non. Ce qui fait que quand on en a besoin, il n'est pas à portée de main. Et ce n'est pas facile de le sortir. Or, le non, à mon sens, et d'un point de vue un peu technique, je m'interroge sur la dimension expressive du non et sur pourquoi c'est aussi fort comme expression, pourquoi c'est plus fort qu'un oui, par exemple, quand même dans la façon de le vivre, dans la façon de le sortir de soi. Et notamment, je commence à comprendre ou à me dire que réussir à dire non, et c'est pas facile, et je dis pas qu'il faut y arriver à tout prix et qu'on fait vraiment ce qu'on peut, c'est réussir à placer la limite hors de son corps. Parce que garder le non à l'intérieur de soi, c'est finalement le contrarier, le tendre, enfin c'est se tendre en fait. Il y a quelque chose qui permet de dire, quand on pose le non, il est en dehors de soi, il pose une limite en dehors de soi. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est pas très abouti, pardon, c'est un cours de recherche, donc... Mais voilà comment je travaille autour de la langue, du corps, de comment les deux travaillent. Parce que voilà, par la parole, c'est aussi le corps qui parle. Enfin, il y a aussi l'expressivité, c'est aussi ça. Ça engage aussi le corps. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est ce qui me passionne en ce moment dans mes recherches, de travailler qu'est-ce que la langue fait à mon corps et qu'est-ce que mon corps fait à cette langue. Oui. Dans l'expression justement des émotions, des sensations, rimes, vous passez beaucoup par le corps aussi dans votre écriture poétique, mais romanesque également aussi. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment à force qu'on me le dise, et à force de lire les autres aussi. Mais en fait, pour moi, le corps a toujours été central. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'écrive là-dessus. J'ai un intérêt pour ça qui est là depuis toujours, à la fois je pense que l'adolescence a été pour moi un moment très très important et très complexe parce que j'ai pu justement j'ai observé les changements que mon propre corps a subi avec
beaucoup d'émerveillement et de crainte, et sans avoir de quoi déchiffrer. Je n'avais pas forcément des personnes, enfin des adultes de référence à qui poser les questions que j'avais. On le voit bien effectivement dans Je me regarderai dans les yeux, il y a cette immense solitude face à une soi-disant culpabilité. Et puis, j'avais pas Internet. Et il fallait que parfois... Et puis, en fait, on avait des dictionnaires, enfin des encyclopédies à la maison, mais il y avait les numéros, enfin les volumes qui concernaient le corps et la sexualité étaient cachés dans une armoire qui fermait à clé. Donc j'étais obligée de sécher des cours parfois et d'aller dans un très grand centre commercial avec une amie, et on allait chercher ces livres-là pour nous informer. Mais donc pour moi c'était hyper important de pouvoir poursuivre la réflexion et développer, déployer les intuitions que j'avais déjà à travers l'écriture. C'est pour ça que c'est tout de suite ressorti lorsque j'ai commencé à écrire de la poésie, et ça se poursuit avec ce roman. Mais le livre, en fait, il parle plus de, je dirais, les mécanismes, en fait, Oui. et qui font qu'on reproduit des schémas patriarcaux, on leur obéit, on obéit à des injonctions qui nous contraignent, qui nous plient, qui nous détruisent même parfois. À coup de mensonges, et pour quelle raison aussi. Justement, en fait, alors j'essaie de parler de ces mensonges et d'hypocrisie parce qu'ils n'ont pas que du mauvais. En fait, ce sont des choses qui nous plongent justement dans le comment dire, dans le mensonge et l'hypocrisie. Mais ce sont aussi des stratégies de survie et des façons de construire et chercher une marge de manœuvre et de construire des petites bulles de liberté dans lesquelles on peut respirer, enfin, dans lesquelles on peut être soi. Est-ce que vous voudriez nous lire un extrait, cette fois-ci de L'eau du bain, où il est question du corps? Merci beaucoup. L'épuisement. Ce n'est pas la fatigue, l'épuisement. C'est la fuite de toute substance, de la tête par les pieds qui fait flaque entre les jambes, comme si dans un accès de démence, l'on eût pissé son âme. Je suis épuisée. Comment la maternité et la politique ont-elles ainsi pu se louper si lamentablement ? La politique est maternelle et la maternité est politique. Briser la parallèle qui les sépare est une urgence. Je suis épuisée, comme s'épuise un produit rare, une collection. Je suis le 5e tirage sur 5 d'une photographie d'art. Ma survie passe par ma réinvention. Et la réinvention de la langue, en effet, aussi. Je me posais la question, comment la langue influence la forme, justement, artistique que vous choisissez, que ce soit la poésie, le roman, la photographie, on parlait aussi d'art visuel. En fait, je pense toujours en mots. Je réfléchis toujours en mots, ce sont toujours les mots qui viennent d'abord. Et ensuite apparaissent les situations, les paysages, l'environnement. Mais c'est toujours... Enfin, on m'avait demandé une fois comment tu écris, et je sais que j'ai un livre quand j'ai ma première phrase, ce que j'appelle ma première phrase, qui n'est pas forcément l'incipit, c'est la phrase forte autour de laquelle va se constituer un ouvrage. Et donc, c'est pour ça qu'en photo aussi, j'étais vraiment un peu... La photographie, ma pratique de la photo a été cannibalisée par les mots, parce que j'avais toujours un récit derrière, parce que j'avais envie de raconter quelque chose. Et donc, forcément, je me sentais un peu à l'étroit avec ce médium-là. Et c'est pour ça que je suis passée, que finalement, la poésie et l'écriture ont pris toute la place. Et j'ai vraiment quasi... tout à fait abandonné la poésie, pas la poésie, je touche du bois, jamais de la vie, abandonner la photographie. Mais ce que je continue de faire aujourd'hui, c'est de la performance. Donc, c'est toujours en lien avec les mots, c'est lire avec des mots, lire mes textes avec de la musique. Je travaille actuellement avec une artiste du numérique pour faire des vêtements avec en fait, qu'on peut lire avec
avec un téléphone, avec un petit QR code, pour pouvoir voir le sous-titrage des textes que je lirai en direct et les textes bouger dans l'espace. Donc ça sera toujours, voilà, ce sera une sorte de performance artistique, mais toujours en lien avec les mots et avec l'écriture. Passionnant, on a hâte. On se pose la question si le chemisier là va vibrer de mots. Pas encore, pas tout de suite. Non, pas encore. Pas encore. On va peut-être maintenant laisser la parole au public. Si vous avez des questions, on vous écoute. Non, personne. La première question est toujours un peu délicate. Bonjour Sébastien. Voilà. Je me lève. Bonjour messieurs, dames. Elle est charmante Aurore, mais je ne vais pas être contente avec vous par contre. Aya Nakamura, je pense que la question était quel progrès pour la langue. Selon moi, et j'ai vécu en France, je suis né en France, j'ai vécu en Allemagne, en Suisse, et je vais vous donner une anecdote sur la Suisse d'ailleurs. Je pense que justement, Aya Nakamura, c'est du régressiste total sur la langue française qui, pour moi, on a une trame de la langue française qui est celle que l'on connaît. Broussinet, dans le sud de la France, personne ne connaît. Péguer, je pègue, tu pègues, dans le nord de la France, personne ne connaît aussi. On voit bien qu'il y a un régionalisme de la langue. En Suisse, j'étais du côté de Zurich, côté Constance. À midi, j'étais dans une usine de 1000 personnes. Les 1000 personnes, à midi, entre midi et midi 10, c'est l'heure du repas, tout le monde me disait « Gotha, Gotha, Gotha ». C'était la première fois où j'étais en Suisse. Je ne comprenais rien ce que ça voulait dire. Gotha, en fait, c'est tout simplement Guten Appetit, bon appétit, et donc c'est le rétrécissement. Ce qui veut dire que ce soit en Suisse et en Allemagne, je l'ai vécu à Berlin ou à Francfort, que ce soit en France, j'ai vécu à Saint-Raphaël ou je suis né à Nancy, on a des langues régionales qui sont totalement différentes et il faut s'y adapter. On a la trame qui est constante dans la lecture, dans la poésie, comme vous l'avez dit, mais aller déformer la langue avec du Ayakama Sutra ou autre, comme vous voulez. Non, je plaisante. Excusez-moi d'avoir fait ce mauvais jeu de mots. Merci. Mais vous avez compris que, selon moi, mais c'est mon avis, à vous d'y répondre, gardons notre langue comme elle est régionalisée aussi, gardons-la également. Donc visiblement, vous êtes en désaccord total avec tout ce qui s'est dit, depuis 1h15. Écoutez, j'ai vraiment rien à ajouter à ce que vous venez de dire parce que vous exprimez une opinion, une émotion. Moi, ce n'est pas mon boulot d'avoir une opinion sur la langue. Moi, je la regarde, je l'écoute. Je ne porte pas de jugement, en tout cas dans mon travail. Après, moi, je la vois évoluer, donc j'apprécie tout ce qui bouge. Donc, je ne fais pas de hiérarchie spécifique entre les régionalismes, et j'ai coécrit un ouvrage sur le sujet, donc je connais tous les mots que vous évoquez, et je les trouve formidables aussi, mais moi, je trouve que tout est à peu près formidable. Donc, sans faire d'angélisme, je sais qu'il y a des zones où la langue s'enrichit davantage, ou d'autres où un peu moins, où il y a plus ou moins de mouvement. Je suis capable de le voir, ça, mais pas de le juger, et donc... Bon, ça ne m'étonne pas de vous entendre dire ça, pas vous spécifiquement, mais à chaque fois que nous nous exprimons publiquement, ces propos sont énoncés d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la langue est viscérale, nous avons un rapport à notre langue qui est le rapport que nous avons avec notre mère peut-être. Et donc, voilà, que voulez-vous que je vous dise? J'ai vraiment rien à ajouter. Alors moi, alors peut-être quelqu'un d'autre? Non, alors moi, du coup, non pas, je suis pas du tout Aurore Vincenti, mais moi aussi, je voudrais pas répondre, mais interroger ce que vous avez dit, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, vous témoignez au contraire de régionalisme et de la façon dont on ne se comprend peut-être pas au nord ou au sud, où vous parliez de cet exemple suisse. Mais alors, finalement, vous finissez par dire presque un peu le contraire de ce que vous dites, c'est que en fait, si de deux choses une, où il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un formatage de la langue, et on peut le comprendre, comme ça a été dit, dans l'enseignement ou dans une langue qui serait commune à tout le monde. Mais dans le cas d'Aya Nakamura, qu'on aime ou pas après ce qu'elle fait, c'est pas la question. D'une part, elle a une licence poétique ou artistique, ça n'est pas de l'enseignement. Et il me semble en plus que vous avez dit le contraire en parlant de la Suisse et de la réjouissance que vous avez eue à comprendre que deux mots contractés en faisaient un autre. Ce qui est exactement en fait ce que font les gens qui, à un moment, inventent des mots.
Mais voilà, c'était juste pour répondre à ce qui me semble être un petit paradoxe vous concernant. Merci. Non, je pense qu'on va... On va peut-être laisser... Oui, oui. Aya Nakamura, s'il vous plaît, merci. D'accord, ok. On a entendu votre point de vue. Oui, du coup, ne vous faites pas de mal, Oui, n'écoutez pas Aya Nakamura, je veux dire. Il y a plein d'autres chansons qui pourraient correspondre, des chansons avec Gotha, par exemple. Oui, monsieur. Merci. Oui, d'abord, merci pour toutes ces explications et toutes ces présentations aux deux orateurs et à l'oratrice. Ce que je voulais vous demander, aux linguistes surtout, on entend souvent... J'ai fait une erreur, non vous... C'est pas grave. Bon, donc je pose ma question. On entend souvent que la langue française, effectivement, s'enrichit, bon, c'est une très bonne chose, mais aussi qu'elle s'appauvrit et que notre vocabulaire, ou le vocabulaire qui est utilisé par tout un chacun, a tendance à s'appauvrir avec les SMS, avec le numérique, etc. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez constaté un appauvrissement du vocabulaire, ou vous avez l'air de dire que c'est plutôt un enrichissement, mais pouvez-vous répondre sur ce problème ? C'est une question très pertinente et très intéressante. En fait, encore une fois, nous, on essaie de regarder la langue de manière objective. Et là, pour le coup, alors on est limité, c'est-à-dire je ne peux même pas répondre à votre question dans le sens où on n'a pas d'outils pour arriver à quantifier si la langue s'enrichit ou s'appauvrit du point de vue du vocabulaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de mots créés en français en 2025 est plus important que le nombre de mots créés en français en 1950. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un stock qui s'ajoute en permanence. Donc ça, objectivement, c'est comme ça que ça marche. Après, si vous prenez un individu donné et que vous demandez combien de mots lui maîtrise et combien il maîtrisait il y a un siècle, je ne peux absolument pas répondre à votre question. Voilà, donc si j'avais des outils pour observer ça, je pourrais vous dire oui, ça s'appauvrit ou non, ça s'enrichit. Mais vu que je n'ai pas d'outils objectifs pour arriver à quantifier ça, j'ai pas de réponse formelle à vous fournir, malheureusement. Et comme, contrairement à mes deux camarades, moi j'ai un rapport subjectif à la langue et je peux vous répondre d'après mes impressions, en fait, à force de côtoyer des scolaires, justement, c'est que quand on parle d'appauvrissement de la langue, on parle de quelle langue ? Parce que je pense c'est le nombre de mots, en fait, parce que je pense que les jeunes aujourd'hui maîtrisent énormément de mots, mais qui ne sont pas uniquement que en français. Il y a aussi beaucoup de néologismes. Ils arrivent à s'amuser avec la langue. Ils s'approprient aussi le langage numérique et qui a aussi ses spécificités. En fait, ils écrivent sur les réseaux sociaux d'une manière autre que celle avec laquelle on parle, et ils arrivent très facilement, avec une grande aisance, à switcher entre les deux. Par exemple, ils écrivent t'inquiète TKT et puis ils parlent verlan dans la rue, et à l'école ils vont utiliser d'autres mots qui sont beaucoup plus standardisés, et puis voilà, ils vont écouter du rap et le chanter avec des chansons qui sont hybridées d'autres langues et traversées par d'autres cultures. Et je ne vois pas en ça un appauvrissement. Pour moi, c'est la langue est dynamique, elle bouge, elle évolue avec les pratiques qu'on en fait, elle évolue avec l'évolution de nos identités, des identités qu'on questionne énormément aujourd'hui. On questionne beaucoup le rapport au genre, on questionne beaucoup le rapport à l'origine, etc. Et voilà, je pense pas que... Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un appauvrissement en particulier. Je peux donner un exemple aussi. Oui. Natacha Polony, avant qu'elle soit connue, il y a une interview d'elle, je crois que sur France Télévisions, je crois que c'était France 2, où c'était à l'époque en fait où elle était très connue pour des questions d'éducation. Et donc elle discute avec des collégiens, et dans le documentaire, dans le reportage, elle discute sur le fait de « je suis affamé », l'équivalent de « je suis affamé ». Et un des collégiens lui dit « ah mais moi j'ai grave la dalle ». Et en fait, donc, on va discuter. Encore une fois, on peut hiérarchiser ces deux formulations-là. Et le collégien est très conscient de ça. Et elle lui répond, mais je suis affamé, c'est beaucoup plus fort. En quoi c'est plus fort ? C'est subjectif. Donc c'est juste, il a ces mots à lui pour exprimer quelque chose. Elle dit, bah non, en fait, ton langage n'est pas légitime. C'est beaucoup plus fort de dire je suis affamé. Alors c'est un registre de langue plus surveillé de dire je suis affamé, mais c'est pas plus fort.
Et donc la question, effectivement, c'est le stock de vocabulaire et le langage légitime ou pas. Du point de vue stock du vocabulaire, je vois pas d'argument qui permettrait de dire que la langue s'appauvrit. Du point de vue du registre de langue, on peut discuter. Mais le registre de langue aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à évaluer. C'est pas évident du tout. Et puis, j'ai la dalle, c'est pauvre dans la bouche d'un adolescent, mais en revanche, les mêmes personnes vont encenser Voyage au bout de la nuit de Céline, en fait. Donc, ça dépend toujours qui dit quoi, est-ce que ça passe par un livre ou pas. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de définir qui s'empare de la langue, pour quelles raisons on va la critiquer et comment on la perçoit, comment on l'analyse. Alors d'ordinaire, j'ai tendance à dire que la langue s'enrichit et que je m'inquiète pas. Bon, ça c'est une chose. Mais comme je suis avec un plateau qui est très positif, je vais contredire un tout petit peu. En tout cas, je vais faire un peu moins d'angélisme que ce que j'ai pu faire par ailleurs. Quand je discute avec des enseignants, avec des professeurs à l'école, ils témoignent quand même d'une certaine détresse et d'une certaine difficulté à enseigner la langue française et le français. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire comme si... Je l'entends. Moi, je suis toujours un peu démunie parce que, dans ces circonstances-là, parce que j'ai envie de porter une parole très optimiste et dire qu'en effet, le passage d'un registre de langue à un autre, c'est formidable. Mais ce que les profs me disent, c'est oui, mais il n'empêche qu'il y a des barrières sociales, que les enfants, s'ils n'arrivent pas à maîtriser certains codes, ils vont se retrouver bloqués dans leur métier, dans leur vie. Et donc, je veux dire, je ne peux pas ne pas entendre ça dans une certaine mesure. Je ne peux pas en faire grand-chose non plus, mais je comprends que, puisqu'on parlait tout à l'heure de cet écart entre l'oral et l'écrit, que dans l'enseignement de la langue aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore fait de transition, ou en tout cas de modification nécessaire pour apaiser un petit peu ces tensions, parce qu'il y a quand même une tension. Oui. Voilà. Donc je suis un peu désolée de tenir ce discours-là, parce que je suis optimiste, et puis pour avoir vraiment travaillé les parlers populaires, la langue de la rue, ce que j'ai appelé les mots du bitume, je suis une fervente défenseuse de ces aspects-là de l'évolution de la langue, mais j'entends aussi, et je suis un peu désœuvrée. Voilà. Il faut replacer en contexte historique, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait énormément de gens qui ne parlaient pas français, en fait, historiquement. Le seul rapport qu'ils avaient avec le français, c'était à l'école. Donc, encore une fois, un élève qui a peut-être un vocabulaire un peu limité, il parle français, généralement. Donc après, il y a le problème des élèves qui ne parlent pas français, des élèves allophones, qu'il faut traiter en particulier. Mais au moins, ils parlent français. Encore une fois, on était dans une situation, début du XXe siècle, où une grosse partie des élèves ne parlaient pas encore français. Et donc ce discours-là, alors encore une fois, après il faut l'évaluer. Ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui. Mais ce discours-là, on l'entendait il y a un siècle, on l'entendait il y a 150 ans. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il faut l'évaluer de manière très précise. Et pas juste se limiter à des témoignages d'enseignants qui disent « Ah, mais il y a une pauvreté de vocabulaire ». C'est peut-être le cas, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ce témoignage-là, on l'a depuis très très longtemps. Et donc soit le langage a toujours été pauvre chez les enfants, ce qui est assez logique parce que c'est des enfants, et que c'est la perception de l'adulte qui donne l'impression que c'est pauvre. Donc une fois, il faut arriver à bien cerner les problèmes et à les évaluer de manière précise. Le seul témoignage, ce n'est pas suffisant. Bien sûr. Une dernière question peut-être ? Oui. Merci. Bonjour, merci pour ces discussions très intéressantes. J'aurais une question un petit peu par rapport à la grammaire, parce que quand on parle de progrès pour la langue, est-ce que parfois réintroduire des règles qu'il y a eu par le passé pourrait être aussi bienvenu actuellement. Pour donner un exemple, quand on a un sujet masculin et un sujet féminin, en général, le pluriel est ensuite toujours accordé avec le masculin. Et donc même s'il y a donc une foule de femmes, il suffit juste d'avoir un seul homme pour que l'accord soit fait masculin. Alors que par le passé, pardon pour aller dans ce petit détail, par le passé, c'était accordé en fonction du nombre. Donc si je reprends de nouveau cet exemple d'un seul homme dans une foule de femmes, ensuite l'accord aurait dû être féminin. Et comme on parlait justement du rôle politique de la langue, je ne suis pas du tout experte sur la raison pour laquelle il y a eu ce changement-là par rapport au masculin qui primait. Mais
est-ce que ça peut être un exemple qui montre qu'il y a eu des règles par le passé qu'il pourrait être bien de réintroduire pour diverses raisons? Voilà. Alors, il reste 3 minutes normalement, donc je vais essayer de faire une réponse courte. Alors, c'est une question fondamentale et c'est vraiment très intéressant de poser la question en fait, de la politique linguistique et de comment évolue la langue. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, demain, on ne peut pas imposer une formulation. D'accord, ça ne fonctionnera pas, les gens vont réagir et c'est normal. Encore une fois, on est dans une démocratie, on n'est pas un État totalitaire, donc chacun fait comme il veut. Mais effectivement, comme vous le dites, en fait, il y avait des règles qui étaient utilisées. Alors, c'est systématiquement en variation. Il faut avoir une vision vraiment homogène de la langue, que ce soit le masculin, le féminin, la manière dont ça fonctionnait aujourd'hui, enfin, dont ça fonctionne aujourd'hui et ça fonctionnait avant, ça a toujours été en variation. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu d'époque où 100% des gens écrivaient comme vous le décrivez là. Il n'y a jamais eu d'époque où 100% des gens utilisaient que le masculin. Et même aujourd'hui, en fait, quand vous regardez comment vous fonctionnez entre le masculin et le féminin, ce n'est pas du tout aussi régulier que ce qu'on enseigne à l'école. D'accord ? Par exemple, moi, je connais personne qui va dire quelque chose comme certaines, on va dire, certains personnes et garçons. Personne ne dira ça. On dira certaines personnes et garçons. Et du coup, on va accorder au féminin. Alors que normalement, on doit faire au masculin parce qu'il y a un masculin et un féminin. D'accord ? Donc en fait, il n'y a jamais eu d'époque où 100% de la langue fonctionnait de manière homogène. Et donc effectivement, il y a des époques où on faisait soit un accord de proximité avec l'élément le plus proche, soit un accord de nombre avec les éléments qui étaient les plus fréquents. Ou pareil, on pourrait avoir un accord, sans doute ça va exister, ou si vous avez par exemple des êtres humains féminins et des objets, vous allez plutôt accorder au féminin. D'accord ? On peut vraiment inventer plein de choses comme ça, et sans doute ça a existé. Mais c'est toujours en variation. Et après, il y a la question de la politique linguistique, de ce qu'on va enseigner. Et donc là, c'est un choix politique de ce qu'on va enseigner. Et donc, soit on enseigne quelque chose qui varie, alors c'est très insécurisant, notamment pour les enseignants, en disant, si je n'ai pas une seule forme, qu'est-ce que je dois enseigner? Donc ça, encore une fois, on n'a pas l'habitude, ce n'est pas un problème en soi du point de vue de la langue, mais on n'a pas l'habitude. Donc il faut travailler sur nous. Et donc, si on a le choix entre 3 ou 4 règles possibles, est-ce qu'on enseigne les 3 ou 4? Est-ce qu'on enseigne qu'une? C'est un choix politique. Mais voilà, clairement, ça a existé. Ça a été supprimé. Alors, c'est assez compliqué. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais pour des raisons historiques, sociales, idéologiques, etc., ça a été supprimé. Ça a existé. À l'heure actuelle, encore une fois, il y a des traces de ça qu'on continue à utiliser, mais qu'on n'enseigne pas. Mais on voit que malgré ça, malgré le fait qu'on a essayé de le supprimer en cours de route, comme j'ai dit, la langue se rebiffe et les locuteurs et locutrices se rebiffent. Et même quand on essaie de supprimer une règle, souvent elle reste sous-jacente. Donc on ne la voit pas forcément, on n'est pas forcément conscient, mais elle reste là. C'est ça qui est intéressant dans la langue. Donc c'est là où on voit le progrès. C'est que même quand on essaie de supprimer des formes qui sont pour nous des richesses, en fait, il en reste toujours quelque chose. D'accord ? Pareil pour les langues régionales, pareil pour plein de choses. On essaie de limiter, mais en fait, on peut contraindre, mais il y a toujours quelque chose qui reste. Une racine, un petit bout, une feuille qui va pousser à un moment donné, et hop, ça peut repartir. Mais c'est très compliqué à contrôler d'un point de vue politique. C'est beaucoup moins évident que ce qu'on pense. Merci infiniment, c'était passionnant. Si vous voulez retrouver les ouvrages de nos 3 auteurs invités à la librairie, à 2 pas, et puis pour un temps de dédicace aussi, peut-être de signature avec vous. Merci infiniment. Très belle continuation du festival. Thank you.